Bonjour à tous, sixième vidéo consacrée à l'évolution. Dans la vidéo précédente, nous sommes arrivés à cette conclusion. L'histoire évolutive de l'homme s'inscrit dans celle plus globale des primates. Elle est marquée par l'acquisition d'ongles au bout des doigts et de pouces opposables, l'acquisition d'un nez, la formation du coccyx et la perte de la queue. Se pose la question des mécanismes à l'origine de ces innovations évolutives. Comment des caractères peuvent-ils évoluer au cours du temps? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je possède une île au large du Costa Rica. Et je consacrais les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Bienvenue à Jurassic Park. Le film, créé par Steven Spielberg, est sorti en 1993. Il est adapté du roman du même nom de Michael Crichton, paru en 1990. Même si plusieurs éléments sont critiquables d'un point de vue scientifique, le film a le mérite de permettre de comprendre par quels mécanismes les innovations évolutives peuvent apparaître au cours du temps. Dans le film, le riche John Hammond fait visiter son parc à un groupe d'experts pour obtenir leur aval. Pendant la visite est expliqué comment les savants du Jurassic Park ont pu ramener à la vie les dinosaures disparus depuis des millions d'années. Bonjour. Bonjour. Bonjour, dites bonjour. 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 Bonjour, John. Oh, attends, j'ai des répliques. Oh, bien, merci. Oui. Mais comment suis-je arrivé ici? Oui. Bon, alors voilà, laisse-moi te montrer. D'abord, il me faut une goutte de ton sang. De ton sang? Ah bon? Oh, John, ça fait mal. Mais ça n'est rien, John. Ça fait partie du miracle du clonage. Bonjour, John. Bonjour, John. Bonjour, John. Cloné de quoi? Bonjour. La technique d'extraction là, il n'a jamais recréé le brin d'ADN. Passons d'énormes blancs dans les séquences. Bonjour. Un ADN paléolithique de quelle origine? Où peut-on trouver du sang de dinosaures vieux de 100 millions d'années? Chut. Quoi? Oh, ça alors, monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi? De ton sang. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la serre. Longtemps après, la résine durcie s'est fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle, jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park. Grâce à des techniques sophistiquées, ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre et bingo, voilà ADN dino. Un brin d'ADN contient 3 milliards de codes génétiques. En lisant cet écran en 1 seconde, à raison de 8 heures par jour de lecture, il faudrait 2 ans pour connaître la totalité d'un brin d'ADN. C'est aussi long que ça. Comme c'est très ancien, il y a plein de manques. Et c'est là que les généticiens entrent en jeu. Des superordinateurs et des séquenceurs génétiques automatiques dissocient le brin en quelques minutes. Et la reproduction en image virtuelle montre à nos généticiens les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf. Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure. C'est donc grâce à la génétique, à l'ADN et au miracle du clonage.
Les mécanismes de l'évolution sont donc à rechercher dans les bases de la génétique. Aux innovations évolutives correspondent des innovations génétiques. Ah, et oui, le clonage existe. Le tout premier clonage a été fait en 1996, en Écosse. Nous avons évoqué hier soir la première mondiale réalisée par des scientifiques écossais qui ont réussi à créer un clone d'animal adulte, à savoir une brebis de 7 mois. L'agnelle dont tout le monde parle aujourd'hui, Dolly n'est pas un mouton banal, c'est un clone, la copie conforme de sa mère, elle se ressemble trait pour trait. Magnificent, aren't they? Clones can think creatively. You will find that they are immensely superior to droids. We take great pride in our combat education and training programs. This group was created about 5 years ago. You mentioned growth acceleration. Oh yes, it's essential. Otherwise a mature clone would take a lifetime to grow. Now we can do it in half the time. Alors, comment est-il possible de cloner? Souvenez-vous de la quatrième. Le point de départ d'un individu, c'est une cellule œuf qui devient un embryon puis un fœtus, et au bout de 9 mois, c'est la naissance. La cellule œuf est issue de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, c'est-à-dire la réunion d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle qui sont entrées en contact suite à un rapport sexuel. Comme toute cellule, la cellule œuf est constituée de 3 éléments, membrane, noyau, cytoplasme. La membrane et le cytoplasme sont ceux de l'ovule, tandis que le noyau est une fusion du noyau de l'ovule et de celui du spermatozoïde. Un noyau rose plus un noyau bleu, ça fait donc un noyau violet. La technique de clonage consiste en la fabrication de cellules œufs modifiées. Je m'explique. On utilise un ovule dont on va remplacer le noyau par celui d'une cellule de l'individu à cloner. Cela peut être une cellule de peau, de muscle, peu importe. Prenons l'exemple d'une cellule de peau. On obtient ainsi une cellule hybride, dont la membrane et le cytoplasme sont ceux de l'ovule, et le noyau est celui de la personne à cloner. Comme pour une grossesse habituelle, cette cellule œuf modifiée va se diviser pour former un embryon, puis un fœtus, et finalement un enfant qui est un clone. Dolly a été en effet conçue sans le moindre petit spermatozoïde, pas de papa bélier, entièrement faite à partir de cellules femelles. Un ovocyte de sa mère, dont on a enlevé le noyau. À la place de ce noyau, on a mis celui d'une cellule de la glande mammaire de la brebis, équipée de tous les gènes nécessaires. L'ovocyte, ayant son compte de gènes, a cru avoir été fécondé, et l'embryon s'est développé. 150 jours plus tard, on pouvait dire « Hello Dolly ». Plutôt que d'obtenir un noyau issu de la fusion de celui de l'ovule et du spermatozoïde, on insère un autre noyau pour effectuer le clonage. Vous comprenez donc que toutes les caractéristiques d'un individu sont déterminées par le noyau de la cellule. C'est donc que notre ADN se trouve dans le noyau de nos cellules. Oh non. Ceci dit, depuis la 6e, nous avons observé des cellules au microscope sans jamais rien voir dans le noyau, car l'ADN n'est pas visible. Pour le voir, l'usage d'un colorant s'avère nécessaire. Ainsi colorés, des bâtonnets, dont nous avons déjà parlé en 4e, deviennent visibles. Ce sont les chromosomes dont l'ADN est un constituant. Ah oui? Donc pour récapituler, nous voici avec une cellule, membrane, noyau, cytoplasme. À l'intérieur du noyau se trouvent les chromosomes. Ces chromosomes, eh bien, si je les grossis, je vois qu'ils sont constitués d'une molécule d'ADN. Combien de chromosomes y a-t-il dans le noyau de nos cellules? Pour avoir la réponse, il suffit de les compter et à cette fin, il est plus simple de les ranger. Par taille, du plus grand au plus petit, et par paire, c'est-à-dire par 2. Garçon comme fille, il y a 23 paires de chromosomes dans le noyau de nos cellules. Autrement dit, 46 chromosomes, soit 46 molécules d'ADN, puisque chaque chromosome est constitué d'une molécule d'ADN. Les filles et les garçons n'ont pas les mêmes chromosomes sexuels. Les garçons présentent un chromosome X et un chromosome Y, tandis que les filles présentent 2 chromosomes X. Encore une fois, comment êtes-vous sûr que ce ne sont que des femelles? L'un de vous se promène dans le parc et soulève les jupes des dinosaures? Je tout Non, arrêtez, arrête, dégage! Nous contrôlons leurs chromosomes, ce n'est pas si difficile que ça. On peut faire la même chose pour n'importe quelle espèce. Ainsi, le cheval présente 64 chromosomes, le chien 78, le léopard 38, la rainette 24, et ainsi de suite. Chaque espèce a un nombre de chromosomes déterminé.
Le caryotype est donc spécifique. Ainsi, vous comprenez qu'une modification de caractère, une innovation évolutive, comme la disparition de la queue, suggère une modification de l'ADN. Revenons à l'arbre que nous avons construit lors de la précédente vidéo. L'homme, le chimpanzé et le gorille ont pour point commun d'avoir un coccyx, autrement dit de ne pas avoir de queue, de ne plus avoir de queue, puisque les vertèbres caudales fusionnent durant le développement de l'embryon puis du fœtus. Affinons les relations de parenté entre ces trois grands singes. Pour cela, il convient de comparer la morphologie ainsi que l'anatomie de ces trois primates. En termes d'apparence déjà, le chimpanzé et le gorille se rassemblent davantage entre eux qu'ils ne ressemblent à un homme. L'un comme l'autre sont quadrupèdes alors que l'homme est bipède. Les pouces de ses pieds d'ailleurs ne sont pas opposables contrairement aux chimpanzés et aux gorilles. En examinant le crâne, on voit aussi que les trous occipitaux sont en arrière alors que chez l'homme il est au centre. Ainsi, le gorille et le chimpanzé présentent davantage de points communs et semblent donc plus proches entre eux qu'ils ne le sont de l'homme, ce qui justifie de les réunir ensemble. Il est cependant possible de comparer aussi génétiquement ces animaux. Des techniques modernes, trop compliquées en troisième pour que je vous les explique, ont en effet permis de comparer l'ensemble des molécules d'ADN de l'homme avec celles du chimpanzé et du gorille. Il est ainsi possible de comparer des fragments d'ADN comparables entre ces trois espèces et de calculer le pourcentage de différence. Pour rendre compte des résultats, le mieux est de les représenter sous la forme d'un tableau. En ligne et en colonne, on y place les trois grands singes. Pas de différence génétique entre deux hommes évidemment, même chose entre deux chimpanzés ou deux gorilles. Inutile d'écrire deux fois les résultats, donc on peut également griser une partie du tableau. Et donc, eh bien, le chimpanzé et le gorille présentent une différence génétique de 1,57%. Avec l'homme, c'est moins que ça. 1,51% de différence entre l'homme et le gorille, et 1,45% de différence entre l'homme et le chimpanzé. Ainsi, l'homme et le chimpanzé s'avèrent plus proches. Pour le coup, l'homme et le chimpanzé ont 99% de leur ADN en commun. L'homme et le chimpanzé sont donc plus proches entre eux qu'ils ne le sont du gorille. Ils partagent ainsi un ancêtre en commun qui leur est exclusif. On peut ainsi affiner l'arbre de parenté déjà construit en ajoutant une branche. La comparaison des caryotypes des deux espèces et de leurs chromosomes va nous permettre de comprendre par quel mécanisme l'homme est apparu. Alors, si on compte pour l'Homo sapiens, on voit qu'il y a 21, 22, 23 paires. 23 paires de chromosomes pour l'homme, c'est-à-dire 46 chromosomes. Pour le chimpanzé, il y en a 21, 22, 23, 24, ce qui nous fait donc 24 paires de chromosomes, soit une de plus, ce qui fait 48 chromosomes, soit 2 de plus que l'homme. Alors, si on regarde bien, en face de la paire de chromosomes numéro 23, il n'y a pas de chromosome. Alors pourquoi? Eh bien en fait ces deux chromosomes ont été déplacés au niveau de la deuxième paire. Il y a 4 chromosomes au niveau de la paire 2, qui sont pourtant d'ailleurs plus petits. Et on les appelle les chromosomes 2A et 2B. Pourquoi les placer ici? Eh bien regardez par rapport à l'homme, la position des chromosomes 2A et 2B chez le chimpanzé suggère une correspondance avec les chromosomes 2 de l'homme. Une correspondance donc se dégage de la comparaison des chromosomes 2 de l'homme et des chromosomes 2A et 2B du chimpanzé. Une technique de coloration spécifique permet de faire apparaître des bandes claires et des bandes sombres au niveau des bras chromosomiques, ce qui facilite la comparaison. Ces bandes reflètent leur séquence d'ADN. Le chromosome 2 humain est formé de la fusion de deux chromosomes qui sont restés séparés chez le chimpanzé. Fusion! 10 autres variations sont repérables sur les caryotypes. 3 additions pour les paires de chromosomes 1, 13 et 18, et 7 inversions pour les chromosomes 4, 5, 9, 12, 15, 17 et 18. 13 paires sont tout de même totalement identiques entre les deux espèces. L'homme compte 46 chromosomes contre 48 pour le chimpanzé et 48 pour le gorille. L'ancêtre commun au grand singe avait donc 48 chromosomes, et le dernier ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé en avait également 48. Des modifications chromosomiques, dont la fusion de deux chromosomes, permettent donc d'expliquer la séparation récente, entre 6 et 7 millions d'années, entre l'homme et le chimpanzé. Un remaniement chromosomique affectant le caryotype d'une espèce peut donc conduire à l'apparition de caractères nouveaux. Le cas de l'homme n'est pas unique. Vous souvenez-vous du panda géant, cet ours qui ne mange que du bambou? Comparons là encore les caryotypes du panda géant du genre Aeluropoda
et de ses cousins du genre Ursus. On compte 37 paires de chromosomes, soit 74 chromosomes pour le genre Ursus, contre seulement 21 paires de chromosomes, soit 42 chromosomes pour le genre Aeluropoda. Reportons cela sur l'arbre phylogénétique des ours. L'ours brun, l'ours blanc, les ours noirs, etc. possèdent un karyotype à 74 chromosomes. Seul le panda géant ne présente que 42 chromosomes et non 74. L'ancêtre commun aux ours, panda compris, en avait sans doute 74 aussi. La réduction du nombre de chromosomes chez le panda géant résulte de fusion chromosomique. Un remaniement chromosomique affectant le karyotype d'une espèce peut donc conduire à l'apparition de caractères nouveaux. Car si tu l'avais là